Et donc Pierre Guillourquet, donc pour dire tout ce que vous êtes, en fait, directeur de la recherche, du développement et de l'innovation de Catch Business School. Mais non, mais c'est intéressant qu'une business school ait un directeur de la recherche qui s'occupe pas seulement de la recherche produite par l'école, mais si j'ai bien compris, d'une sorte de la recherche et de l'innovation à propos de l'école. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui le numérique doit changer une business school? Qu'est-ce que vous vous appliquez à vous-même finalement? Je vais me lever parce que vous voyez, on ne sait pas exactement ce que c'est un professeur, on cherche un petit peu. En tout cas, nous, on est paré à toutes les situations face aux étudiants ou aux lycéens de 15 ans qui seraient un peu turbulents. On a pris des profs format physiquement aptes à faire face. Je crois que c'est difficile de rajouter, parce que j'ai en même temps, je veux vous dire tellement de choses, et puis en plus j'ai mes collègues qui sont là pour me soutenir ou pour me soulager, je ne sais pas trop. On a effectivement plein de choses passionnantes à vous dire, et il y a plein de choses qui ont été évoquées jusqu'à présent, donc je vais éviter d'être redondant. Mais vous devez bien comprendre une chose à travers les deux témoignages qui nous ont été donnés juste à l'instant, c'est qu'effectivement, vous voyez bien, d'un côté IBM, de l'autre côté Simplon, nous un petit peu au milieu de tout ça, on ne sait plus trop ce que former veut dire. On sait plutôt qui est légitime pour ça, comment on doit le faire, et vous avez sous les yeux les témoignages vivants de cette révolution. Sauf que cette révolution dont on peut parler sur un plan technologique, sur le plan des idées, sur le plan de la créativité, sur le plan de tout ce qu'on veut, nous, c'est juste notre métier. Vous voyez, là, il y a des tas de gens dans cette salle dont le métier, tous les jours, c'est d'être au cœur de ce tourbillon créatif, de ce tourbillon de connaissances, et d'essayer de faire le tri. Une école, c'est un lieu où on réfléchit, c'est un lieu où on fait de la recherche. Alors, est-ce que les grandes écoles à la française, ça c'est plutôt quelque chose qui est en voie à mon sens, de disparition. Donc les Américains aussi, c'est des écoles à l'intérieur de l'université. Hein. Quand on parle d'une business school, en général, c'est rattaché dans une grande université. Donc je crois qu'on est un peu tous dans le même format. On est à la fois, nous aussi, représentants d'une certaine diversité. Alors, je vais vous le dire discrètement, mais surtout, vous ne le répétez pas. On a aussi des gens qui viennent des quartiers défavorisés, même beaucoup. On a une certaine diversité qui est présente, et surtout, on a des gens qui viennent aussi du monde entier. Ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens du CELSA qui... Et c'est en même temps des chiffres qui font un petit peu peur, parce que même s'il y a les MOOCs, etc., une école comme Kedge, je vous le décris en quelques mots, c'est plus de 500 salariés. Parmi ces 500 salariés, il y a environ 180 profs qui cherchent leur métier. Je veux dire, on a quelques pistes quand même, on n'est pas complètement démunis. C'est un peu moins de 10 000 étudiants, et c'est quelque chose comme 50 000 heures de cours qui sont produites. Donc c'est aussi une usine. Finalement, quand on est au milieu de tout ça, on peut se dire, est-ce que les MOOCs, c'est une révolution? Mais nous, ça fait longtemps que les étudiants, ils ont déjà pris de l'avance. Ils ne nous attendent pas. Ils n'attendent pas que Kedge décide de dire, oh là, attention, Internet, ça peut vous aider à apprendre. Non, ils arrivent. La preuve, c'est qu'un des premiers logiciels qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'établissement d'enseignement supérieur, c'est les logiciels, ce qu'on appelle, nous, anti-plagiat. Parce qu'il n'y a pas que le code qui se fait hacker, il y a aussi les mémoires, les rapports, les études. Les étudiants, ils ont vite compris le social learning bien avant nous, j'en vois qui rigolent. Ça doit leur rappeler des souvenirs pas si lointains. Nous, il fallait quand même qu'on aille faire des photocopies à notre époque. Donc c'était moins facile à détecter, mais c'était aussi moins facile à faire. Donc finalement, cette révolution, c'est une révolution à 3 niveaux. Ce n'est pas une révolution uniquement technologique. C'est d'abord une révolution sociale. Vous venez d'en voir un exemple. L'éducation, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu important. Il manque 10 millions de profs. Il y a effectivement des besoins qui explosent parce que l'éducation, c'est sous toutes ses formes.
L'éducation, elle n'a pas besoin d'être labellisée. L'éducation, elle n'a pas besoin d'être certifiée. L'éducation, elle a juste besoin d'être pertinente. Et si l'éducation, elle est pertinente, derrière, il y a de l'emploi, il y a de l'insertion, il y a tout ce qu'on veut. Donc nous, on a de moins en moins besoin, à la limite, de certifier, mais en revanche, on a de plus en plus besoin d'être pertinent. On est dans cette révolution sociale, qui est une révolution mondiale. Kedge, c'est présent aussi dans beaucoup de pays, c'est présent en Afrique, c'est présent en Asie, sera bientôt présent en Amérique du Sud. C'est une révolution sociale aussi parce que nos étudiants n'ont jamais été aussi loin et n'ont jamais été aussi proches. Ils sont en même temps dans l'école et hors de l'école. En réalité, on ne sait pas toujours où ils sont. Parfois en entreprise, parfois dans nos murs. Ils sont, alors je rassure s'il y a des parents, en réalité on ne les perd pas. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, ils apprennent partout, tout le temps et de manière très différente. On a des parcours qui sont complètement variés, d'où la nécessité de les suivre avec des analytics, parce que 10 000 étudiants qui font chacun des choix de préférence individuels, au bout d'un moment, c'est difficile d'avoir le carnet de notes ou le carnet de correspondance pour suivre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont devenir, etc. Donc il nous faut aussi des outils technologiques, mais c'est d'abord une révolution sociale parce qu'ils se connectent très vite. Ils agissent très vite. Ce que tu viens de présenter sur Simplon, c'est ça. C'est 3 étudiants dans le CESA, dans un cours, on a une idée, on met en œuvre et on devient quelque chose d'autre. Cette tendance à vouloir aller vite dans l'action, dans notre domaine qui n'est pas le domaine technique, et qui est le domaine on va dire du business, du management, c'est une science purement de l'action. Ils se projettent très vite dans des tas d'univers. Ils bougent très vite et il faut qu'on puisse les suivre. C'est donc, pour nous, le social, c'est une révolution permanente. Ils se parlent, ils se connectent, tous ensemble. Donc il y a cette révolution sociale, il y a bien sûr la révolution technologique qui accélère tous ces phénomènes-là et qui surtout pose question radicalement aux professeurs et pose question pour nous tous. J'entends beaucoup tout le temps parler d'innovation. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait innovation. Je trouve que l'innovation, c'est tout sauf une idée. Alors moi je suis un petit peu dans la provocation, mais on peut mourir d'innovation. Regardez, je ne pense pas que tous les ingénieurs chez BlackBerry soient des gens complètement stupides. Je pense qu'ils sont tous beaucoup plus intelligents, compétents, beaucoup plus qualifiés que moi. Vous avez une entreprise comme Kodak. Regardez une entreprise comme Kodak. C'est l'entreprise dont la part de chiffre d'affaires liée à l'innovation est la plus importante au monde. 75% des 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui restent à Kodak sont des royalties qui proviennent de ces brevets. On parle des écrans OLED, des écrans souples, etc. En ce moment, ce sont des brevets Kodak. Le premier scanner numérique, c'est Kodak. On dit Kodak a raté le virage du numérique, mais la plupart des grands du numérique exploitent des technologies Kodak. Kodak est une entreprise innovante et c'est une entreprise qui va mourir. Peut-être. Donc il faut plus que de l'innovation, il faut de la créativité, il faut des idées. Et c'est là où on est aussi dans une deuxième révolution. La technologie, oui, mais la technologie, pour quoi faire ? Si tout est code et si on n'a que des codeurs, on n'a plus de monde réel. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas tout à fait encore la matrice, mais il en faut. Il faut aussi des gens qui soient connectés dans le monde réel. Il faut mettre tout ça en relation. Et notre métier, il est challengé parce que ces choses-là deviennent très complexes, même pour nous, à comprendre et à suivre. Heureusement, on a quand même des gens brillants qui essaient de suivre cette complexité, mais c'est difficile pour nous d'expliquer ça aux étudiants. On a dans le portefeuille de Kedge, on est une des premières en France et en Europe à avoir inclus une école de design. Pour aller juste plus loin que purement l'innovation technologique, scientifique, c'est aussi l'usage, c'est le comportement, et c'est tout ça qui se mélange. Donc on a cette deuxième rupture qui est beaucoup plus qu'une rupture technologique et qui induit aussi dans le métier du prof une profonde remise en question. On parlait tout à l'heure, et ça a été très bien présenté par Josiane tout à l'heure, c'est de dire le prof c'était une unité de temps, de lieu et d'action. C'est un prof qui a la connaissance face à une assemblée et qui la diffuse.
Ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, et c'était bien avant les MOOCs, Wikipédia, ça en fait partie. Moi, j'ai des enfants qui vont sur Wikipédia et qui viennent me dire oui, mais ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ma prof parce que moi, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'en pensais? Qui a raison? Et là, moi, pour répondre qui a raison, alors forcément, comme je suis un peu prof, je dis bah, c'est ton professeur, c'est comme l'arbitre au rugby, il a toujours raison, peu importe, pas grave. Mais quand même, on va chercher. Et cette habitude d'aller chercher de la connaissance en dehors, ça dépossède un petit peu le professeur. Aujourd'hui, la grande question qui se pose pour les professeurs, pour les enseignants que nous sommes dans notre modèle, c'est qui a la connaissance? Qui va chercher cette connaissance? Et à travers les MOOCs, à travers des initiatives, quelles qu'elles soient, celles de Simplon, mais plein d'autres, dans des tas de domaines, on est en train d'apprendre une chose. Hey, t'es professeur, t'as fait beaucoup d'études, mais la connaissance, t'es plus propriétaire. Alors à quoi on sert? Si on ne sert plus à diffuser la connaissance à des gens qui, par définition, comme ils étaient prisonniers dans notre salle, ils ne pouvaient pas trop aller chercher ailleurs. Ils étaient obligés d'écouter ce qu'on avait à leur dire. Ils étaient obligés de nous croire, sur parole. Déjà, lire un livre, c'est un effort, donc on était un peu tranquille. On pouvait raconter à peu près n'importe quoi. Le temps qu'ils lisent les bouquins qu'il fallait, on avait un peu d'avance. Non, je plaisante, j'ai été étudiant aussi. Aujourd'hui, c'est disponible tout le temps, en permanence, et en plus, ils se renseignent entre eux. Quand ils ont trouvé un truc bien, ils se le passent, sans même se connaître. Ah, il y a des forums, il y a des échanges, il y a des réseaux sociaux, et nous, on est au milieu de tout ça. Si le prof ne détient plus la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie de la connaissance qu'il va apporter à l'étudiant, elle réclame pour lui d'être meilleur. Elle dit, il y a toute cette connaissance disponible, mais voilà, cette petite brique de connaissance, tu la trouveras nulle part ailleurs. C'est un mélange de savoir, de savoir-faire et de vision que j'ai sur le monde, et je te la donne. Ça veut dire que le métier du prof, je vous ai parlé de 50 000 heures de cours produites, 50 000 heures qui se font comme ça. Effectivement, on est un peu en retard sur le e-learning en France, globalement. Mais ce n'est pas juste donner cette connaissance, faire dérouler des PowerPoint. D'ailleurs, vous avez vu, moi, j'en ai pas de PowerPoint, parce que je ne sais pas grand-chose. C'est de dire, je suis là pour te donner du sens à cette connaissance. Parce qu'un MOOCs, apprendre à coder, c'est bien de connaître le code, et c'est ce que tu disais tout à l'heure qui était intéressant dans l'approche, c'est aussi quelle idée, à quoi j'applique cette connaissance. Donc on est là pour deux choses, et notre métier change pour ça. On utilise le temps des professeurs de moins en moins pour délivrer ces 50 000 heures de cours qui, à 80%, sont de la transmission de connaissances qu'on peut avoir ailleurs, gratuitement, très bien fait. Les Américains, ils sont très bons pour le packaging des cours. Vous imaginez si moi je fais un cours de stratégie, qu'on trouve le même disponible dans le MOOCs de Harvard, forcément. Bon, la marque Kedge est une magnifique marque, mais les étudiants ils vont dire ouais, mais le gars d'Harvard, c'est bien ce qu'il raconte aussi. Donc moi j'essaie de ne pas raconter la même chose. Je lui dis va voir ce que raconte le gars d'Harvard, va voir ce que raconte le gars de Stanford, ce que raconte le coréen, ce que raconte le chinois, et puis après on en parle. Et notre métier, c'est de passer de 50 000 heures à délivrer de la connaissance qu'on peut faire autrement, à passer du temps de manière plus individualisée, de manière plus proche, avec des étudiants pour leur donner du sens. C'est assez important. Parce que ça pour le coup, ça n'a pas changé. C'est une révolution technologique qui n'a pas eu lieu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est rabelaisien, ça date un peu, mais ça ne change pas. Donc on leur donne du sens et surtout, on les aide à transformer ça en action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec cette connaissance? Qu'est-ce que je fais avec le code que me donne Simplon? Qu'est-ce que je fais avec les logiciels que me met à disposition IBM? Qu'est-ce que je fais avec toute cette connaissance? Avec tout ce qui est à ma disposition, je peux en faire quoi d'utile? Utile pour moi, utile pour les autres. Donc cette révolution technologique, pour nous, c'est la remise en cause de ce que l'on est. Et partant de la remise en cause de ce que l'on est en tant qu'individu, qu'on soit enseignant ou accompagnateur de ces projets de jeunes, c'est aussi la remise en cause de ce qu'on est en tant qu'institution, en tant qu'établissement. Et on disait, c'est une refonte finalement globale de ce qu'on peut appeler, nous, un business model. C'est comment est-ce que finalement, nous, on peut continuer à exister dans cet univers-là, dans ce monde-là, avec des étudiants qui vont parfois plus vite que nous. Il ne faut pas avoir peur de le dire.
et avec un métier sur lequel on doit se remettre en question en permanence. Ça veut dire que finalement, ça nous oblige nous aussi à être beaucoup plus créatifs. Donc revoir nos modèles, c'est en gros aller chercher la connaissance partout où elle est disponible et apprendre aux étudiants à le faire et éviter, nous, de passer du temps pour ça. C'est en revanche donner des clés de lecture, donner du sens de manière globale, connecter les étudiants et leur apprendre qu'au-delà de l'innovation, il faut être créatif, il faut des idées, et quand on a des idées, qu'est-ce qu'il faut avec ? Alors, pour avoir des idées, il faut déjà une certaine connaissance. C'est difficile sans connaissance. Mais ça, ils peuvent aller le chercher. Ils peuvent avoir une idée, mais une idée sans courage, une idée sans volonté d'agir, une idée sans capacité à agir, ça devient après un souvenir. Après un regret, éventuellement un remords. Et notre métier, finalement, qui est passé d'un métier de sachant, entre guillemets, est devenu aussi aujourd'hui un métier très technologique, très technique, mais c'est surtout devenu un métier où on doit aider l'ensemble de nos étudiants, non seulement à avoir des idées, mais à en faire en sorte qu'elles existent, qu'elles deviennent une réalité. Et on est devenu finalement des transformateurs. On doit transformer toutes ces idées en réalité. Et ça passe par tout ce que tout le monde fait, mais on va peut-être le faire un peu différemment. Ça passe par non plus gérer des étudiants en tant que tels, mais gérer des projets. Faire en sorte que ces projets existent, que ces projets soient réels, que ces projets se transforment en quelque chose de concret. C'est faire en sorte que, alors dans la business nursery, quand il y a des projets d'entreprise, on puisse les accompagner, mais pas simplement des projets d'entreprise. Et paradoxalement, plus on va loin dans notre révolution technologique, que ce soit avec des partenaires comme IBM, que ce soit en intégrant dans notre communauté des gens qui, sur le plan digital, ont une avance énorme sur nous, plus notre métier devient technologique et plus il redevient humain. Moins on est là finalement pour apporter une certaine connaissance, mais plus pour agir sur eux, pour leur donner les moyens d'agir sur le monde. Les étudiants en gestion, en business, en management, en ce qu'on veut, c'est à peu près 20% des étudiants en France et dans le monde. Ces 20% d'étudiants-là sont des gens qui ne sont pas nécessairement des experts technologiques, pas nécessairement des ingénieurs, pas nécessairement des gens qui ont une connaissance extrêmement pointue dans un domaine scientifique ou autre chose, mais ce sont des gens qui ont la capacité à agir sur le monde. Et c'est à la fois beaucoup plus stimulant, mais c'est aussi un petit peu beaucoup plus inquiétant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, plus on met de technologie dans le modèle d'une école, plus on utilise les MOOCs, plus on utilise le e-learning, plus on utilise tout ça, plus le prof est disponible pour accompagner la créativité et les idées des jeunes et le transformer en réalité. Et donc, de manière finalement contre-intuitive, mais qui s'explique très bien, plus on va loin dans la technologie, plus on va loin dans l'humain et plus on va loin dans la pédagogie par l'action. Et finalement, ce sens que l'on donne, cette capacité à transformer tout ça en action, ça, c'est notre révolution. Ça veut dire que dans notre modèle, il y a de plus en plus de temps qui est consacré à la recherche. C'est de dire quelles idées on peut avoir qui nous permettent de donner une différence à nos jeunes dans la connaissance. Comment est-ce qu'on peut contribuer à cette communauté des MOOCs ? Finalement, vous êtes obligé, si vous voulez contribuer à un MOOCs, vous êtes obligé de faire quoi ? Vous êtes obligé d'être différent. Vous êtes obligé que votre différence se voit, vous êtes obligé d'apporter une valeur. Donc on est obligé de réfléchir à cette valeur. Plus il y a de technologie, plus on doit être proche des étudiants, même s'ils sont loin. Et la technologie nous permet d'être proche tout en étant loin. Et plus on va devoir les accompagner concrètement dans la réalisation de leurs projets, que ce soit
un projet de création, un projet d'insertion, un projet d'association. Et donc, paradoxalement, plus on a de technologies dans une école, plus notre modèle redevient humain. C'est juste une utilisation du temps qui est différente. Et si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 10 000 étudiants, enfin un peu plus de 8 000, aujourd'hui dans une école comme Cage, il y a un peu plus de 50 000 heures de cours. J'aimerais bien que dans quelques temps, on puisse vous dire, tout en suivant ça de manière attentive, que c'est toujours autant d'étudiants, peut-être un peu plus, peut-être encore plus dans le monde. Mais au lieu de parler de 50 000 heures de cours, j'aimerais mieux vous dire 50 000 idées réalisées. Et notre métier, aujourd'hui, se transforme dans cet environnement technologique, dans cet environnement créatif, parce que il ne faut pas croire, nous, toute cette société qui bouge autour de nous, les entrepreneurs, les startups, les anciens, les nouveaux, les futurs, tout ça, ça nous fait bouger. Et sur le plan personnel, je peux vous dire que je me pose parfois des questions. Moi, j'ai 2 garçons, j'en ai un qui a 14 ans et il s'est inscrit tout seul à des cours de japonais, en ligne. Pourquoi le japonais? Bon, je n'ai pas de famille là-bas. Il aime bien les mangas, il s'est inscrit au japonais. Et il apprend le japonais tout seul et ça lui a donné envie d'aller voir des gens qui parlent japonais. Donc maintenant, lui, tout seul, il s'est fait sa petite démarche. Il s'est trouvé une association qui donne des cours de japonais. Il a commencé en ligne, il est revenu dans le social. Et alors lui, il n'est pas sur Simplon, mais il va sur le site du Zéro suivre les MOOCs. Enfin, l'ex-site du Zéro, suivre les MOOCs. Il me dit, papa, tu sais combien on est? On est 35 000. Il dit, ça fait du monde quand même, c'est que ça doit être pas mal. On est dans tout ça pour dire qu'on a une génération qui arrive, qui, elle, pense radicalement différent, qui va aller chercher la connaissance de manière encore plus différente, qui va nous questionner, qui va nous pousser à aller encore plus loin. Ça veut dire que nous, face à ça, quand je vous disais que notre business model change, mais notre métier de professeur change, ce qu'on n'a plus simplement besoin de savoir, on a besoin de devenir, quelque part, des passeurs d'idées. On a besoin d'utiliser leur capacité à apprendre et pas simplement de leur dire qu'apprendre, c'est nous écouter. Ça veut dire qu'on passe de dire, nous, de donner un discours, à écouter. Cette transformation qu'on va retrouver à l'échelle d'un modèle, on va la retrouver à l'échelle de chacun d'entre nous et à l'échelle de chacun de mes collègues. C'est un défi. Et c'est un défi qu'on relèvera ensemble. C'est un défi technologique, c'est un défi social, c'est un défi de l'intelligence individuelle et collective. Et ça dépasse largement le cadre du digital et du numérique, mais c'est en marche et nous, on est en plein au milieu. Merci de nous avoir écoutés.